Bonjour à tous et à tous. Je suis ravie d'être une nouvelle fois à Tunis, ravie d'être là dans cette journée symbolique de la Journée internationale des migrations. Je voudrais rappeler que cette date, elle célèbre la signature de la Convention internationale des travailleurs migrants et que cette Convention internationale n'a été signée par aucun des pays membres de l'Union européenne. Ce n'est pas un hasard et c'est une certaine façon de voir les relations nord-sud, pour faire simple. J'avais envie de commencer en vous disant qu'il y a deux, trois choses dans ce que j'ai entendu au préalable qui m'ont gênée, pour ne pas dire choquée. J'ai entendu qu'il ne devrait pas y avoir de migration, la migration ne devrait pas fonctionner, que l'immigration était un problème. J'ai envie de vous dire, pour commencer, peut-être qu'il faudrait qu'on se dise que l'immigration fait partie de l'humanité et qu'elle a toujours existé. Hein, première chose. Deuxième chose, resituer la question migratoire dans son ensemble et au niveau mondial. On estime aujourd'hui à peu près le nombre de migrants internationaux à 230 millions. Dans ces 230 millions, il y a 80 millions de migration sud-nord. 80 millions. Ce n'est pas la majorité. Il y a aussi 80 millions de migration sud-sud, qui est une part croissante des migrations internationales et qui est un chiffre très estimatif par ailleurs, parce que les instruments statistiques pour mesurer la migration du sud vers le nord sont assez efficaces, pour ne pas dire de plus en plus efficaces, alors que les statistiques des migrations sud-sud sont quand même très aléatoires. À cela s'ajoutent 60 millions de migrations nord-nord. C'est-à-dire que plus de la moitié des migrations mondiales concernent le nord. Et qu'il faudrait peut-être commencer par arrêter de voir les migrations comme un problème du sud vers le nord. Je vais faire de la caricature, mais quand on est en France, on parle des migrants, comme ceux venant du Sud, mais on ne parle jamais des émigrés du Nord vers le Sud. Or, en France, la balance migratoire est à peu près égale à 0. Il y a quasiment autant de Français qui émigrent que de migrants qui viennent du Sud. Et encore, la moitié des migrants qui arrivent en France sont des migrants à l'intérieur de l'Union européenne, et dans les migrants qui viennent hors Union européenne, un tiers viennent du reste de l'Europe. Donc je pense qu'il faut relativiser tous ces chiffres, notamment quand on est ici, pour ne pas intégrer, d'une certaine façon, le discours du Nord contre le Sud. Je pense que cet élément-là est un élément essentiel. Et en plus, on est dans un monde qui est de plus en plus mobile. Je vais vous donner un chiffre qui m'a beaucoup intéressée. On estime aujourd'hui les mouvements de circulation mondiale à 1 milliard de personnes sur une planète de 7 milliards d'habitants. 1 milliard de personnes qui bougent d'un pays à l'autre. Alors, bien évidemment, là-dedans, il y a beaucoup de déplacements touristiques. La moitié, à peu près. Il y a des déplacements pour des raisons familiales. En France, la principale raison de migration, c'est la migration familiale. Et pas la migration du travail, qui ne représente qu'un peu plus de 15% des raisons migratoires. Donc il faut resituer tout ça, resituer les raisons. Puis l'autre chiffre que je voulais vous donner, c'est qu'en 1950, ce chiffre de déplacements internationaux était de 25 millions de personnes par an. Aujourd'hui, le nombre de migrants, de mobilité, parce que ce ne sont pas tous des migrants, le nombre de déplacements internationaux augmente chaque année de 50 millions de personnes. Donc on est dans un monde qui bouge et c'est normal. C'est normal. Les moyens de communication sont de plus en plus importants, donc
Les biens, les capitaux, les services se déplacent de plus en plus librement et nos gouvernements font tout pour qu'il en soit ainsi. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème avec le déplacement des personnes? Pourquoi le déplacement des personnes est réservé aux plus riches? Parce que la réalité, c'est ça. Est réservé aux plus riches du sud vers le nord, mais aussi au nord. Parce que le milliard de personnes qui se déplacent chaque année, ce sont les plus riches au nord comme au sud. Donc je pense qu'il faut resituer cette question-là dans cet espace-là. Sinon, on a du mal à comprendre. Et puis, peut-être qu'on va quand même faire un tout petit peu d'histoire. On va peut-être quand même faire un tout petit peu d'histoire parce que la plus grande vague de migration qui a existé dans la période moderne, elle se situe entre 1850 et la Première Guerre mondiale, à une période où 50 millions d'Européens ont quitté le continent européen pour aller, passez-moi l'expression, envahir les autres pays avec toutes les conséquences que l'on connaît et qui pèsent quand même très lourd dans la situation. Où en est-on aujourd'hui en Europe? Puisque je suis députée européenne et que je crois que c'est d'abord de ça dont on veut que je parle. Mais je pense que le reste est important pour resituer le débat et pour le reposer de façon sereine. On est dans une Union européenne dont les États membres, parce que ce sont d'abord les gouvernements des États, sont de plus en plus guidés par les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Il y a un basculement des politiques après les attentats de New York. Depuis, on est dans la régression permanente. Il faut de plus en plus fermer les frontières. On construit des murs. On a commencé à Ceuta et Melilla, on a continué entre la Turquie et la Grèce, puis en Bulgarie, et maintenant c'est même entre pays européens qu'on commence à construire des barbelés. Et on contrôle de plus en plus les entrées. On fiche de plus en plus les gens pour qu'ils rentrent dans l'Union européenne, au nom de la sécurité. Loin de moi, et surtout pas en Tunisie, l'idée de dire que les citoyens, quelle que soit leur nationalité, n'ont pas droit à la sécurité. Bien évidemment. Mais si on alimente les peurs en prenant des mesures qui de surcroît sont inefficaces, on fait exactement le jeu des organisations terroristes. Exactement. Bien évidemment qu'il faut prendre des mesures en matière de sécurité, mais il faut prendre des mesures efficaces. Et nous l'avons vu en France avec les attentats de janvier, comme avec les attentats de novembre, les mesures qui ont été prises à chaque fois n'ont à rien empêché, et notamment parce que les gens qui ont commis des attentats étaient des citoyens français, voire européens, puisque dans les attentats de novembre, ça s'est beaucoup joué entre la France et la Belgique. Donc les politiques sont effectivement de plus en plus sécuritaires et on diabolise de plus en plus les migrants qui viennent du Sud. Avec beaucoup de méli-mélo. J'entendais des personnes qui posaient des questions, disaient qu'il faut séparer les migrants, les réfugiés politiques. Moi, ça me pose problème, cette distinction. Je fais partie des gens qui disent que les réfugiés, quelle que soit la raison pour laquelle ils bougent, sont des migrants. Ce sont des migrants qui ont des droits particuliers qui leur est reconnus par la Convention de Genève. Et ce sont, dans la Convention de Genève, essentiellement des réfugiés politiques. Ce sont notamment ceux qui, actuellement, fuient les zones de conflit. C'est principalement dans ceux qui arrivent en Europe, les Syriens, mais aussi les Irakiens et les Afghans. Dans les trois pays, la responsabilité internationale occidentale est assez lourde. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais je pense que ce n'est pas la peine. Mais ce sont aussi des gens qui fuient les dictatures. On parle beaucoup en ce moment de la question de la Corne de l'Afrique.
Les gens qui fuient l'Érythrée, qui fuient le Soudan, fuient des dictatures. Comment réagit l'Union européenne par rapport à ça? Elle continue de fermer les frontières de plus en plus. Elle externalise de plus en plus ses politiques vers les pays de voisinage, mais aussi vers les pays d'origine, maintenant. C'est l'enjeu du processus de Khartoum, non bien choisi, parce que je trouve qu'avoir été fait un sommet à Khartoum, la capitale du Soudan, dans un pays dont le principal dirigeant est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, c'est tout un symbole pour l'Union européenne. Donc le processus de Khartoum, qui a été mis en avant au moment du sommet de La Valette entre l'Union européenne et l'Union africaine. Je vais vous dire deux mots de ces mesures qui ont été annoncées à La Valette et qui sont en train de prendre corps, notamment après le dernier Conseil des ministres de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on demande à ces États, notamment avec les pays de Corne de l'Afrique? Nous allons lutter, enfin nous, ils veulent lutter contre les causes profondes des migrations. Admettons. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la responsabilité des États européens dans ces causes profondes des migrations? Dans ces responsabilités, il y a les interventions militaires que j'évoquais tout à l'heure, mais il y a aussi le passé. Il y a aussi ce que recherchent les États européens dans ces pays, la sauvegarde de leur multinationale, la sauvegarde des intérêts des multinationales, passé et à venir. Parce qu'il y a tout un plan en ce moment, porté notamment par M. Borloo, d'électrification de l'Afrique. Et dans les mesures que nous négocions, enfin que les dirigeants européens négocient avec l'Érythrée, il y a l'implantation de panneaux solaires en Érythrée. Alors moi je suis pour que les Érythréens aient droit à l'électricité, mais je m'interroge sur la façon dont on va le faire, avec de grandes entreprises européennes. Et est-ce que ça sera véritablement la population érythréenne qui bénéficiera de tout ça, ou est-ce que les gouvernements corrompus qui sont à la tête de ces États ne vont pas d'abord et avant tout s'en mettre plein les poches? J'ai quasiment terminé. Et l'autre élément, c'est que parallèlement à tout ça, que fait l'Union européenne? L'Union européenne négocie de plus en plus ce que j'appelle des accords de libre-échange pur et dur. Le fameux à l'écart en Tunisie, accord de libre-échange complet et approfondi, dont nous avons eu l'occasion de débattre récemment, mais aussi avec les pays d'Afrique subsaharienne. Des accords de partenariat économique à égalité entre les pays d'Afrique subsaharienne et les pays du Nord. De qui se moque-t-on? Et comble de la honte, j'ai envie de dire, on conditionne de plus en plus ces accords à des accords de réadmission. On va négocier, c'est écrit en toutes lettres dans la dernière déclaration du Conseil des ministres, avec les autorités somaliennes, le retour de Somaliens dans les zones sûres de Somalie. Je pense que je vais poser une question à la Commission européenne pour qu'elle nous définisse les zones sûres de la Somalie. Parce qu'entre la Somalie et la Libye, il n'y a pas tellement de différence au niveau de l'état réel de la situation. On va former les gardes-frontières érythréens. Former les gardes-frontières érythréens. Je ne sais pas bien ce qu'on veut faire, parce que de leur point de vue, ils sont déjà très bien formés. C'est très difficile de quitter l'Érythrée. Il faut avoir beaucoup de courage. On va travailler, et je vous assure que c'est écrit dans les documents, pour faire évoluer la justice soudanaise.
Et on est en train de négocier ce que j'appellerais des accords triangulaires entre les pays de la Corne de l'Afrique, par lequel on va renvoyer les Érythréens en Éthiopie. On sait que les relations sont très bonnes entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Elles sont historiquement basées sur des querelles de frontières. On va renvoyer les Soudanais je ne sais pas où, etc., etc. On marche littéralement sur la tête. On marche d'autant plus sur la tête que toutes ces politiques-là, elles alimentent les peurs et les fantasmes. Elles alimentent les discours de l'extrême droite. En courant après l'extrême droite, nos gouvernements font le lit des partis d'extrême droite. Parce que les électeurs, au final, ils préfèrent l'original à la copie. Et nous l'avons vu en France, aux dernières élections. Le parti de Mme Le Pen a effectivement fait un score historique, avec près de 7 millions d'électeurs. Ça interroge, ça devrait interroger. Non pas sur les alliances entre les uns et les autres, mais sur les fonds des politiques qui sont menées actuellement. Et pourquoi? Parce que quand nous tenons un autre discours, nous ne sommes pas des doux rêveurs, des idéalistes, nous sommes au contraire des réalistes et des pragmatiques. Parce que l'Union européenne a besoin des migrants. L'Union européenne est en perte démographique. La France est une exception. Tous les pays de l'Union européenne ont des problèmes démographiques. D'ores et déjà, aujourd'hui, si l'Union européenne garde sa population, c'est à 80% grâce aux migrants. L'Allemagne est très symbolique de ça. Madame Merkel est aussi une pragmatique. Depuis plusieurs années, la population allemande diminuait et diminuait très vite. Aujourd'hui, elle a stabilisé la diminution de sa population grâce aux migrants. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle veut accueillir les migrants. Mais elle les choisit. Parce que les mesures qu'elle vient de prendre maintenant, c'est bloquer les frontières vis-à-vis des pays du Balkan pour préférer les Syriens. Pourquoi? Parce que les Syriens sont bien mieux formés, ont un bien meilleur niveau d'éducation que les pays du Balkan qui traversent une crise depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Donc il est très important que nous travaillions ensemble, en sortant des fantasmes, en sortant des stéréotypes, et en faisant attention à ne pas reprendre inconsciemment un certain nombre des discours que l'on cherche à nous faire venir, Et je terminerai en disant, je dis souvent ça en terminant mes interventions quand je suis ici, les intérêts des peuples européens et des peuples du sud de la Méditerranée sont communs. Ils subissent de la même façon des politiques austéritaires qui mènent à la catastrophe et qui aggravent les inégalités, tant au nord qu'au sud, tant entre le nord qu'avec le sud. Parce que oui, en Europe aussi, il y a de plus en plus de misère sociale, et c'est là-dessus que surfe l'extrême droite. Merci. Merci Madame la députée pour nous avoir donné